On retrouve Nicolas Quéraudrin, correspondant pour France 24 dans la région. Bonjour à vous. Quel bilan après les premières déclarations à l'issue de ce sommet, Nicolas? Alors, ce sommet d'urgence arabo-musulman se tient depuis le début d'après-midi, heure de Riyad, à l'occasion de Mohammed Ben Salman. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a déclaré qu'Israël porte la responsabilité des crimes commis contre les Palestiniens. Après lui, les autres dirigeants se sont exprimés chacun leur tour dans leur ensemble. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ils ont aussi été très critiques de l'Occident. Notons par ailleurs l'intervention d'Ebrahim Raisi, le président iranien qui, on le rappelle, effectuait son premier voyage en Arabie Saoudite depuis que les deux États ont rétabli leurs relations diplomatiques en mars dernier. Eh bien, il a notamment appelé à imposer des sanctions commerciales contre Israël. Il a aussi demandé aux pays musulmans de qualifier l'armée israélienne d'organisation terroriste et d'armer les Palestiniens si les attaques continuaient à Gaza. Alors, l'ambition affichée de ce sommet, c'est bien de dégager une position commune, unifiée entre tous ces États sur la guerre en cours à Gaza, mais aussi de dépasser le simple effet d'annonce, une tâche ardue pour l'Arabie saoudite qui accueille ce sommet, car on le sait, des divergences existent notamment sur la version finale du communiqué qui sera publié, communiqué qu'on attend toujours donc. Salam alaikum, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour cette chronique hebdomadaire exceptionnellement avancée à ce soir pour des raisons que voilà, jeudi, ça ne sera pas possible, donc on l'a avancé. Donc à ce soir, j'accueille avec moi Monsieur Jacob Cohen. Alors, hop. Monsieur Cohen. Bonsoir, Monsieur Cohen. Je crois que vous avez un petit bug. Alors, on va attendre. En attendant, Monsieur Cohen qui revienne, je vais. Ah, voilà. Donc, il a eu un petit bug de connexion. Je vous salue sur Twitter, Salem Samsoul. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs sur les autres plateformes. Je salue tout le monde. On attend quelques petites. Ah, Monsieur Cohen est revenu. Voilà. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors voilà, donc merci d'avoir accepté d'avancer la chronique. Effectivement, donc ce soir, on va aller donc sur le sujet de l'impuissance des pays arabes face à la situation à Gaza. Voilà, vous savez, le malheur de la Palestine, c'est aussi le monde arabe. À partir du moment où les États arabes ont confisqué le problème palestinien, celui-ci s'est retrouvé le jouet de leur politique, de leur tension, de leur rivalité et de leur lâcheté pour certains. À partir du moment où la guerre, c'est-à-dire entre, je vous rappelle quand même la première trahison arabe vis-à-vis de la Palestine, la première trahison arabe, c'est la Jordanie qui a signé un accord secret avec l'autorité sioniste en 1947, donc un an avant le partage de la Palestine en deux États. Et cet accord secret stipulait que la Jordanie prendrait la partie qui était à l'est de l'État palestinien, elle s'accaparerait de l'État palestinien qui était à l'est, ce qui est l'équivalent de la Cisjordanie actuelle, et qu'elle permettrait aux sionistes d'occuper Lod, Ramleh, qui sont des villes aujourd'hui mixtes où il y avait une minorité arabe. Donc, déjà, la première trahison. Bon, il est vrai que des pays comme l'Égypte, la Syrie ont essayé de combattre avec plus ou moins de chance, mais ils avaient trop de problèmes, enfin trop. Bref, ça a été une défaite assez cinglante. Et donc, finalement, l'Égypte s'est retrouvée, bien malgré elle, emportée
dans le combat contre le régime sioniste. De quelle manière? En 1955, vous savez, à mon avis, Gamal Abdel Nasser, il n'avait pas envie, on le comprend, enfin, je veux dire, c'était un pays qui sortait du colonialisme. Il avait à relever des défis extraordinaires, monstrueux, et il voulait nationaliser, donc il voulait mener une politique nationaliste, indépendante. Donc, la première chose à faire, c'était de nationaliser le canal de Suez. Or, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'Angleterre, la France ont demandé à Israël de s'adjoindre à elle pour combattre l'Égypte de Nasser, pour le punir pour le punir d'avoir nationalisé le canal de Suez. C'était pas un conflit pour la Palestine. L'Égypte est entrée malgré elle dans la confrontation entre l'Occident, allié avec Israël, et le monde arabe qui sortait du colonialisme pour le briser. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde arabe, bien qu'il ait créé la Ligue arabe, était très, très divisé. Très divisé est un euphémisme. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe, la monarchie marocaine de Hassan II, avaient pour objectif quasiment évident, enfin clair, d'abattre le régime égyptien, d'abattre le régime, les graines de la révolte arabe. Voilà. Et donc, ces pays pendant ce temps-là, ne faisaient pratiquement pas grand-chose pour la Palestine. Voilà, c'est-à-dire, la Palestine était, les pays arabes auraient pu, par exemple, aider la Palestine à reprendre, récupérer son État qui était en Cisjordanie. Et là, on aurait eu peut-être une autre situation. La Palestine aurait été reconnue comme État par l'ONU, par le monde, et ça aurait été différent. Or, on a laissé faire la Jordanie et on avait dit aux Palestiniens, on vous aidera à reprendre toute la Palestine. Vous savez, bon, on peut, et malheureusement, le monde arabe, enfin, vous savez, vous connaissez le nom dit arabe, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas émettre le moindre doute sur le combat final. Et d'ailleurs, enfin pour les jeunes évidemment qui ne connaissent pas l'histoire, Bourguiba, qui était un des rares chefs d'État arabes à mettre les pieds dans le plat, voilà, c'est-à-dire à dire les choses qui ne plaisaient pas, certes, notamment par exemple sur le Ramadan. Bon, mais ça, c'est-à-dire, voilà, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Mohamed Al-Koun, le grand sociologue d'origine algérienne qui enseignait à la Sorbonne, un jour, il avait fait une conférence à Casablanca en 82 ou 83, à laquelle j'avais assisté, et il avait dit cette chose extraordinaire: il y aura une vraie révolution dans le monde arabe lorsque la parole sera libérée. On ne peut pas imaginer, enfin je veux dire, pour moi, c'est quasiment une vérité cardinale et qui n'a pas vieilli d'un iota. Voilà. Elle est extraordinairement vraie. Donc Bourguiba a mis le monde arabe devant ses responsabilités. Voilà. Est-ce que vous voulez chercher un compromis avec Israël pendant qu'il est temps, parce qu'il est dans ses frontières de 47, de 49, essayer de trouver un modus vivendi et trouver récupérer un État pour la Palestine, ou alors on déclare vraiment le conflit et on l'a traité de traître, etc. Enfin, vous connaissez la logorée arabe. Bon, voilà.
Et malheureusement, voilà, Nasser est tombé dans le piège en 67. Il est vraiment tombé dans un piège en fermant le détroit de Tiran. Voilà. Et qui a donné, vous savez, au sud de la mer Rouge, et qui avait donné un prétexte extraordinaire à Israël de l'attaquer. Voilà. Et donc, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais disons que à partir de 73, l'Égypte a signé la paix en 79, la paix avec Israël. L'Égypte a été traitée de traîtresse, elle a été suspendue de la Ligue arabe. Bon, enfin bon. Et vous savez, les Palestiniens, ils avaient, pour ceux qui sont jeunes, de 67 à 72, 73, le mouvement palestinien était très dynamique. Il y avait des groupes armés de plusieurs milliers de guérilleros. Le combat palestinien avait le vent en poupe. Pour ceux qui connaissent peut-être Jean Genet, il y avait vraiment de grands écrivains, de grands penseurs qui avaient épousé la cause palestinienne, le guérillero palestinien, cette image du guérillero avec le kéfier, faisait le tour du monde. Voilà. Et donc, il y avait vraiment une sympathie, un embrasement. Il y avait des détournements d'avions faits, par exemple, par les Allemands, l'armée rouge, par les Japonais, etc., en solidarité avec la Palestine. Mais malheureusement, la Jordanie, par exemple, a fait ce qu'on appelle le septembre noir. C'est-à-dire qu'elle avait assassiné 2 ou 3 000 Palestiniens. Je crois que c'était en septembre 72 ou 73. Voilà. Elle les a décimés et elle a chassé les guérilleros palestiniens de son territoire. La Syrie avait interdit aux guérilleros palestiniens d'utiliser son territoire. L'Égypte, pareil. Enfin, l'Égypte, de toute façon, était très loin. Donc, on a fait, vous savez, voilà le compromis à l'arabe. C'est-à-dire, on s'est réunis et on a dit les guérilleros palestiniens n'ont pas le droit de s'établir en Jordanie, en Syrie, et d'attaquer Israël de ces pays-là. On va les mettre au Liban. D'où le Liban, le malheureux Liban qui a plongé dans la guerre civile, etc. Pourquoi le Liban? Parce que le Liban était le pays le plus faible. C'est le maillon faible de la Ligue arabe, et donc ils ont mis les Palestiniens là-bas. Bon, pour faire je veux dire, après, dans les années 80, Israël a envahi le Liban. Qui a sauvé Arafat et ses milliers de guérilleros? C'est la France, voilà, qui a obtenu pour lui un sauf-conduit. Et donc, c'était quasiment la fin de la révolution palestinienne. Bon. Et malheureusement, je ne vais pas le faire maintenant, peut-être un autre jour, enfin, je l'ai déjà fait. Les Palestiniens écœurés, ils ont signé les accords d'Oslo, encore un piège dans lequel ils sont tombés. Bon. Et donc, le monde arabe, enfin, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, la plupart des pays arabes, ils en ont assez de cette question. Vous savez, il faut faire une différence. Quand on dit le monde arabe, pour moi, je parle des régimes arabes. Or, les régimes arabes n'ont rien à voir avec les peuples arabes. Les peuples arabes sont en très, très grande majorité pour le peuple palestinien, pour le combat contre le sionisme. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour ce combat parce qu'ils savent qu'il y va de leur dignité, de leur personnalité, de leur histoire, de leur indépendance. Alors que les régimes arabes, est-ce que vous connaissez un régime arabe, un seul, qui a l'adhésion de son peuple? Je regrette, ne cherchez pas, enfin à mon avis, il n'y en a pas. Voilà. Donc, un régime arabe, c'est quoi?
je vais caricaturer, mais c'est à peu près la réalité. Un régime arabe, c'est un raïs, avec une nomenclatura qui règne, qui gouverne, quelle que soit sa forme, militaire, roi, président, raïs, ce que vous voulez, et il est là ad vitam aeternam, c'est-à-dire s'il se fait élire, il organise des élections bidons, et sinon, il est là, et donc avec sa nomenclatura est pétri de privilèges. Et donc, tout régime arabe, quel qu'il soit, n'a pas envie. Bon, il y a eu, ceci dit, il y a eu Saddam Hussein qui avait fait des tentatives de créer un nationalisme arabe. On l'a puni comme on le sait. Le malheur de Saddam Hussein, c'est d'avoir fait confiance à l'Occident qu'il avait envoyé faire une guerre meurtrière face à l'Iran. Bon. Il y avait Kadhafi, mais Kadhafi aussi, il a fait preuve de naïveté. Voilà le problème. Kadhafi, vous savez, il avait entrepris au début des années 2000 de développer des armes de destruction massive. Bon. Et on l'a caressé dans le sens du poil, on lui a donné des garanties, on lui a dit mais tu es un type bien, etc. Et il a renoncé. Et en renonçant, ben, il est devenu vulnérable. Et donc, vous connaissez la suite. En fait, ce qui s'est passé, on arrive au sommet qui a eu lieu à Riyad. Il y a 5 pays arabes qui ont refusé. C'était pas 4 Pardon? C'était pas 4 pays? Je vais les citer, on va voir, d'accord? Il y a le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie, qui ont refusé toutes, comment dire, en dehors des discours, évidemment. Les discours, les Arabes sont champions du monde. Voilà. Ça, vous savez, Mohamed VI, il a fait un discours extraordinaire. Il a dit qu'il faut un État palestinien aux frontières de juin 67, avec Jérusalem-Est pour capitale. C'est fantastique. Non, mais attendez, enfin, moi, je trouve ça merveilleux. C'est extraordinaire. C'est un conte de fées. Les Arabes se racontent, enfin, les chefs d'État arabes se racontent des histoires, des contes de fées. Voilà. Et donc, ils ont refusé toute action concrète. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un embargo? Est-ce qu'on va faire ceci ou cela? Bon. Donc, finalement, concrètement, ces États, la Ligue arabe n'a pas trouvé d'accord. Donc, on fait un chèque en blanc à Israël de faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez, moi j'ai dit, et je changerai pas de. On m'a demandé qu'est-ce qui va se passer avec les normalisations. Je ne sais plus dans quel, je crois que c'était une interview écrite à un site algérien, et j'avais dit que les normalisations, malheureusement, elles vont connaître une parenthèse jusqu'à ce que ça se tasse, et après elles reprendront, et même l'Arabie Saoudite reprendra langue avec Israël. Donc, vous savez, l'Arabie Saoudite, elle a quand même des cartes à jouer. Or, avant cette guerre avec le Hamas, lorsqu'il y avait des pourparlers pour faire la normalisation, qu'a demandé l'Arabie Saoudite pour normaliser ses relations avec Israël? Elle n'a pas demandé un État palestinien. De toute façon, celui qui croit qu'il aura un État palestinien, il est soit naïf, soit bête, soit complice d'Israël. Voilà. Il n'y a pas à sortir de là. Voilà. Il n'y aura pas un État palestinien. Ou alors, pour l'avoir, il faut battre Israël à plat de couture. Et ça, ce n'est pas demain, la veille. Donc, malheureusement, on continue dans une logorrhée verbale qui ne rime à rien. Vous savez, les malheurs de Gaza, ils ne viennent pas seulement d'Israël, ils viennent de l'Égypte. Parce que le blocus, ok, il y a un blocus israélien,
Mais l'Égypte a une frontière avec Gaza. Et l'Égypte a détruit tous les tunnels que les résistants de Gaza avaient construits et qui aboutissaient à l'Égypte. L'Égypte ferme, mais de manière dramatique, hermétique, la frontière, le passage de Rafah. Et l'Égypte, ou le régime égyptien, obéit au droit et à l'œil aux exigences d'Israël concernant Gaza. Tous les pays arabes n'ont jamais levé le petit doigt, le vrai petit doigt, pour venir en aide à Gaza, sauf un pays, qui est la Turquie. En 2010, la Turquie a envoyé une flottille dans le fameux bateau Marmara et qui a voulu forcer le blocus de Gaza. Ils ont été attaqués par l'armée sioniste et les Turcs ont eu une dizaine de morts. Et il s'en est suivi une très grande période de froid diplomatique entre la Turquie et Israël. Bon. Mais malheureusement, vous savez, la résistance arabe, elle vient d'où aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais elle vient de la Turquie, qui ne sont pas arabes. Elle vient de l'Iran, qui tient tête, qui n'a pas envie de céder, qui sont des chiites. Le Hezbollah, qui est chiite, le djihad islamique, et le Hamas, qui est entraîné par qui? Qui est entraîné selon des méthodes chiites. Et ces méthodes de combat ont fait leurs preuves. Regardez, rappelez-vous, vous savez, il y a un seul, Israël a été obligé de quitter un territoire conquis par la force sans rien, sans aucune concession, sans aucune contrepartie. C'était le Sud-Liban. Les Israéliens avaient conquis le Sud-Liban en 82 et ils avaient installé une milice chrétienne et ils voulaient mettre la main sur le Sud-Liban. Et qui les a chassés? C'est le Hezbollah. Bon, le Hezbollah a montré quoi? A montré deux choses. A montré d'abord qu'on peut battre les Israéliens. Vous savez, le Hezbollah, avec quelques milliers de guérilleros, a forcé les Israéliens à quitter le Sud-Liban. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par contre, les régimes arabes, ils ne vont pas créer des Hezbollah chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'être renversés par ces forces. Ils gardent, soi-disant, des forces armées avec des avions, des tanks, etc., des dizaines de milliers de soldats, et qui ne servent à rien. Enfin, qui ne servent à rien dans le combat antisioniste, ce que je veux dire. Voilà, donc, toute cette armée égyptienne, à quoi il sert? Voilà. Moi, je parle dans l'optique de libérer le monde arabe de l'emprise américano-sioniste. Voilà. Et malheureusement, ce qu'on a vu ce mois-ci, c'est, c'est la poursuite, en fait. Le monde arabe, Israël a été créé, il n'a pas été créé, mais en 67, il a montré son utilité à l'Occident. Israël a dit à l'Occident, regardez comment je peux vous rendre service. Je peux briser tous les mouvements nationalistes et progressistes arabes. On va les mettre au pas. Voilà. Et donc, malheureusement, ça continue. Et tant que les régimes arabes, pourquoi par exemple quand il y avait le régime de Morsi qui avait soulevé un enthousiasme extraordinaire en Égypte, voilà un régime qui a été élu démocratiquement et qui correspondait à la volonté populaire du peuple égyptien. Mais il a été, enfin je veux dire, au bout de quelques mois, il a été renversé avec la bénédiction et le soulagement
de tout le monde arabe, des États-Unis, d'Israël. Évidemment, on avait dit, vous savez, vous connaissez l'hypocrisie du monde occidental. Oui, les droits de l'homme, oui, c'est pas bien. Mais en fait, on lui a déroulé le tapis rouge à, comment il s'appelle là, enfin, celui qui a fait le coup d'État en Égypte. Bon, Al-Sisi. voilà, Sisi. Donc, voilà, malheureusement, pour moi en tout cas, moi je donne mon opinion, le monde arabe, comment dire, il a perdu, enfin, il n'a plus aucune chance, à mon avis, en tout cas, tel qu'il est actuellement, tel qu'il s'est développé depuis ces dernières décennies, je ne le vois pas vraiment se rebeller, se réveiller, choisir une voie indépendante de développement, etc., etc. Voilà. Peut-être que l'Arabie saoudite, avec la paix enfin, en tout cas, les accommodements qu'elle a signés avec l'Iran et la protection des BRICS, peut-être qu'elle arrivera à se dégager d'une forme de protectorat américano-sioniste, peut-être. Mais en tout cas, c'est très possible. C'est peut-être, mais sinon, le monde arabe, il est pétrifié dans comment dire, dans son conservatisme. Quand je dis encore, vraiment, ce sont malheureusement des régimes arabes, comment dire, plus ou moins totalitaires, qui ne tolèrent aucun changement radical, aucune remise en cause, aucune remise en question. Et voilà, et de toutes les façons, il y a déjà 4 ou 5 pays qui ont signé une normalisation avec Israël sans rien obtenir pour le peuple palestinien. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, le peuple palestinien, ben, regardez ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, le monde a les yeux tournés vers Gaza, mais ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui, c'est dramatique. J'ai posté une vidéo tout à l'heure. Il y a réellement aujourd'hui, il y a quasiment un nettoyage ethnique comme en 1948. Il y a des colons armés qui rentrent dans des maisons, ils chassent Vous pouvez aller sur ma page VK, sur mon compte Telegram, et ils chassent les habitants, mitraillettes au poing. On se croirait vraiment dans l'époque terrible de 1948, et le monde se tait. Enfin, le monde arabe se tait, voilà, c'est dramatique. Donc voilà, je voulais faire un petit tour. Wally, je prendrais bien une ou deux questions, mais pas plus, Ouais, d'accord? ouais, comme on avait dit, il n'y a pas de souci, Monsieur Cohen. Juste pour préciser sur les personnes, là, on m'a envoyé un message concernant pas les personnes, les États qui ont voté contre. Apparemment, selon un Oui, média oui, israélien, oui. il y en aurait 9 et non 5, comme vous l'avez dit. Euh, Ah oui, non, en- non, parce qu'il y a des pays asiatiques, Wally. Non, non, c'est parce qu'il y a 4 pays asiatiques, c'est vrai. Mais moi, je ne les ai pas cités parce que je me concentrais sur le monde arabe. Ah, d'accord, ok. Allez-y, allez. Ok, pas de Voilà. souci. Non, mais, voilà, vous avez cité l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. Il y avait Bahreïn, le Soudan, pardon, Maroc, Mauritanie et Djibouti. D'accord, voilà. Bon, très bien, d'accord. C'était juste pour redire ça. Et sinon, je vais donner la parole à Samsoul sur Twitter. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, bonsoir Monsieur Cohen. Je levais la main Bonsoir. qui ne peut pas lever la main. Voilà, je vais lui laisser la parole. Mohamed, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Samsoul. Bonjour tout le monde. Merci infiniment, Samsoul, d'avoir répondu. Écoutez, moi j'ai une question effectivement pour Monsieur Cohen. J'aimerais savoir, en fait, comment vous expliquez la folle oubli de l'Occident de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Même si on a la réponse, on aimerait bien savoir la vôtre parce que c'est flagrant et c'est impressionnant. Comment expliquer quoi, pardon? On n'a pas bien entendu le mot là que tu as prononcé. Excuse-moi, Mohamed. Comment expliquer quoi?
comment expliquer l'oubli de l'Occident de la guerre qui se passe en Ukraine en dépit de ce qui se passe à Gaza? D'abord, il y a une raison évidente. C'est que depuis plusieurs mois, on sait que l'Ukraine est perdue. Elle a perdu. Bon, ça, je veux dire que même des journaux comme américains, surtout, comme le New York Times, le Washington Post, etc., le disaient pas toujours, mais enfin, de temps en temps, le disaient, ils affirmaient que, et puis on voyait sur le terrain, la contre-offensive, c'était un échec. Et donc, les Occidentaux sont très contents, enfin, sont soulagés de ne pas parler de l'Ukraine parce que c'est un fiasco. Voilà. Et donc, si on pouvait oublier leur fiasco en Ukraine, eh ben, en n'en parlant pas. Voilà. Et donc, ils se tournent vers Gaza et on fait comme si. Et donc, voilà, ça, c'est, à mon avis, la raison principale. Enfin, il y a une deuxième raison, c'est que il y a des rumeurs, plus que des rumeurs, il y a beaucoup d'indices convergents qui affirment que l'Occident, enfin l'Amérique en tête, de toute façon, c'est l'Amérique qui donne le là, a envie de se débarrasser de Zelensky. Et donc, elle pousse le chef d'état-major ukrainien, j'ai oublié le nom, mais enfin, ça, c'est pas grave. Et donc, on lui met même, il y a 2 jours, on a voulu lui mettre sur le dos comment dire, le sabotage du Nord Stream, du gazoduc. Donc, en fait, il y a, bon, je vous invite à aller voir il y a des vidéos qui circulent. Bon, malheureusement, beaucoup sont en anglais, mais tous les indices concordent depuis 2-3 jours pour dire que l'Occident veut vraiment tourner la page et il voudrait le faire en ne perdant pas la face trop. Et donc, si on pouvait oublier les échecs, d'ailleurs même LCI par exemple, j'imaginais la voix de l'Ukraine qu'on appelait LCU, ils retournent leur veste. Et donc, ils préféreraient tourner la page rapidement et se faire oublier. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un mot d'ordre, on fait en sorte d'oublier l'Ukraine. Voilà. Alors, encore une question, Wally. Ça me saoule. Super. Merci, M. Cohen. Pour la dernière question, je ne sais pas si vous avez vu la dernière déclaration de Netanyahou qui a indirectement sommé les pays arabes. Bon, on a compris qu'il parlait des normalisateurs, de surtout rester discrets, de ne pas se lever, de ne pas agir. Est-ce que vous pensez que ça a fini d'achever un petit peu l'intégrité de ces pays arabes qui ont normalisé? Je crois que, vous savez, c'est ça l'arrogance sioniste. C'est-à-dire, il sait que les pays arabes ne vont pas intervenir. S'il devait y avoir une intervention, elle serait venue de l'Iran, de la Turquie ou du Hezbollah. Aucun pays arabe aujourd'hui n'oserait intervenir. Donc, mais malheureusement, et d'ailleurs, enfin, les menaces sérieuses ont été adressées au Hezbollah et à l'Iran. Bon, voilà. Alors que cette façon, comment dire, c'est presque du mépris pour les régimes arabes. Et malheureusement, ça montre à quel point les dirigeants arabes sont arrivés à un niveau de médiocrité, de lâcheté, de soumission. Ils reçoivent un ordre méprisant de Netanyahou qui n'a même pas lieu d'être, parce qu'aucun pays arabe n'avait l'intention de faire quoi que ce soit pour Gaza. Je dis bien quoi que ce soit, en dehors de quelques millions, enfin voilà, bon, une aumône par-ci par-là, ou des déclarations. Et c'est ça vraiment, comment dire, il pousse le bouchon
loin. C'est-à-dire vraiment, ils poussent le bouchon jusqu'à, comment dire, mettre en garde des pays arabes qui n'avaient pas du tout l'intention d'intervenir. Et voilà, malheureusement, voilà, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, c'est pas, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'interprète, c'est l'arrogance, voilà. Le régime sioniste est arrivé à un niveau d'arrogance et enfin, c'est insupportable, insupportable, et pour le monde arabe et pour le monde entier. On a l'impression qu'ils dominent le monde et ils n'ont pas tort. Je veux dire, le monde est quasiment à leurs pieds, enfin, c'est insupportable. Voilà. Ok, merci M. Cohen. Alors, juste moi, avant de quitter, je vais quand même poser ma petite question Oui. par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez quand même qu'il va y avoir une issue politique à ce qui se passe pour nos frères palestiniens là et s'il y en a une, est-ce que justement les pays arabes y seront pour quelque chose? Alors, s'il y en a une issue, les pays arabes n'y seront pour rien. Moi, j'ai déjà dit, enfin, je suis, en tout cas, mon intuition, c'est que ça n'ira pas plus loin, ça débouchera pas sur une guerre régionale. Et donc, à un moment donné, ça va s'arrêter à Gaza. De quelle manière et quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura, comment dire, une fois que les Israéliens auront fait payer un prix terrible aux Gazaouis, ils rendront Gaza à son destin avec, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Gazaouis ont perdu quelque chose comme 200 000 appartements, 200 000 logements. Même ces gens qui ont, où est-ce qu'ils vont se loger? Il va y avoir une crise terrible. Ça veut dire qu'ils vont ramener Gaza à peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, d'un point de vue des infrastructures, l'eau, l'électricité. Et donc, à ce moment-là, Israël pourra, comment dire, lâcher prise. Genre, bon, voilà. Et Gaza retombera malheureusement, dans une situation encore pire, de pauvreté. Donc, moi, comment dire, c'est une intuition. Après tout, je peux me tromper, mais je crois que on reviendra à une situation comme avant, mais comme avant, c'est-à-dire que les Israéliens se retireront probablement, peut-être garderont-ils quelques points comme ça, mais on rendra Gaza aux Gazaouis avec des problèmes multipliés par 10, par 50, et à ce moment-là, les pays arabes pourront envoyer enfin quelques millions pour soulager leur douleur et se donner bonne conscience. Non, mais là, quand on voit qu'ils ont fait bouger la population du nord vers le sud, est-ce que vous pensez que c'est les Palestiniens qui sont partis, qui ont quitté leur domicile? De toute façon, tout a été bombardé, mais je veux dire, est-ce que vous pensez qu'ils reviendront un jour ou ça va être annexé? Qu'est-ce que... Non, je crois pas que ce sera annexé. Moi, personnellement, je ne crois pas. Après, je peux pas, voilà, je préfère, je dis comme ça une impression, une intuition. Seulement, ceux qui sont partis dans le sud, ils pourront revenir. Mais ils vont loger où? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait entre 150 000 et 200 000 logements. Si on pense que chaque logement pouvait abriter 7, 8 personnes, voilà, où est-ce que ces gens-là vont se loger? Je veux dire, est-ce qu'ils auront les moyens de reconstruire? Gaza, c'était une ville quand même très importante avec des infrastructures. Bon, ils ont détruit l'université, ils ont détruit des hôpitaux, ils ont tout détruit. Donc, en fait, l'objectif des Israéliens, il est presque atteint, même si les gens qui sont partis au sud, ils reviendront peut-être, ils s'installeront, ils mettront des tentes en attendant, je ne sais pas. Mais vous savez, il y avait des immeubles de 10, 15 étages qui ont été détruits.
est-ce qu'on va pouvoir les reconstruire? Dans combien de temps? Malheureusement, ça va être une zone de ruine. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je peux être démenti demain par l'évolution j'assumerai, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Ok, très bien. Merci, M. Cohen. Je ne vais pas vous retenir. En tout cas, merci encore. Et puis, il y avait d'autres personnes qui voulaient vous questionner, mais malheureusement, Bon, une autre fois, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Merci, à très bientôt. Et juste pour vous dire, il y a quand même du monde qui est content de vous voir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, sur votre chaîne. Donc, il vous salue. Hein, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Au revoir, M. Cohen. Voilà, les amis. Donc, désolé hein, pour ceux qui voulaient prendre la parole. D'ailleurs, en plus, je crois que je vais quand même dire un petit mot avant de clôturer l'émission. Juste un petit mot sur AMPP60, les amis là, qui sont énormément, qui nous suivent là sur YouTube. Il y a pas mal de monde. Il faut savoir que Radio Gaza a été lancé le 7 octobre et que nous donnons quelques informations en direct avec des personnes qui sont sur place, dont Nabila et on a aussi Fadi et aussi d'autres personnes qui sont sur la bande de Gaza. Et on a Nabila donc qui fait un travail exceptionnel humanitaire avec l'association AMPP 60 sur le terrain. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai eu quelques nouvelles. Aujourd'hui, Nabila, pas très, très bien, fatiguée. Les bombes au phosphore, c'est de plus en plus compliqué à respirer. Donc, les poumons sont beaucoup irrités. Et là, ce matin, du témoignage que j'ai pu entendre, c'était, voilà, c'est pas top, top, top. C'est une battante, en tout cas. Elle veut continuer à résister et à faire ce travail humanitaire qu'elle fait sur le terrain. Et Inch'Allah qu'elle continuera en espérant qu'elle ne succombe pas face à ces bombardements. Donc, faut aussi qu'elle prenne pas trop de risques. Mais voilà, c'est une battante. On la soutient. Et donc, le moyen de la soutenir aujourd'hui, nous, ce qu'on a, c'est d'en parler. Donc, Radio Gaza, bon, là, c'est plus trop 24/24, mais bon, on fait comme on peut. Depuis le 7 octobre. Et il y a aussi donc l'association MPP60. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez acheter il y a des goodies, il y a des produits, il y a de l'huile d'olive, il y a plein de choses que vous pouvez acheter. Et ça permet donc à Nabila, qui est sur le terrain, dans la mesure du possible, apporter de la nourriture et des médicaments et aussi de l'eau potable pour les gens qui, aujourd'hui, tous les Gazaouis, ils sont dans la difficulté. Donc voilà, le seul moyen qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est d'aider comme ça, si on le peut financièrement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et aussi, un dernier mot pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne de Jacob Cohen. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude. Si vous voulez revoir les chroniques, hein, sachez qu'il y a eu des chroniques depuis quasiment une année avec Jacob Cohen tous les jeudis. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Hein, vous avez le lien aussi en description. Et voilà, donc je vous remercie. Samsoul, si tu veux ajouter quelque chose, peut-être donner le lien de la suite ce soir. Rapidement, le lien pour le relais ce soir, il est déjà publié sur le profil de K, sur le mien aussi, il est déjà programmé. Donc voilà, on reprend le Radio Gaza pour 20h30 et je te remercie Altitude toujours d'être avec nous. Pour l'association aussi AMPP, très important de continuer à le partager. Voilà. Voilà, donc ce soir, c'est un petit peu écourté. Donc, on se donne rendez-vous chez K. Après, Sonny, tu es monté. Si tu veux dire quelques mots, tu peux. Alaykoum salam. Je monte un peu tard. Je vais essayer d'être extrêmement concis pour pas bousculer ton programme de Space. Je voulais juste dire un truc. J'ai beaucoup de respect pour la personne qui est passée juste avant. Ce qu'il a dit, c'est très intéressant. J'essaye, moi, j'aurais préféré rester un auditeur parce que je ne suis pas un expert de la question. Je suis juste un humain, un musulman qui est extrêmement touché par ce qui se passe actuellement en Palestine.
comme tout être humain normal, je pense. Ce qui se passe me déchire le cœur, ça me fait vraiment très mal, mais par contre, ce que j'ai entendu vers la fin, en fait, je voulais nuancer. Avec tout le respect, encore une fois, que j'ai pour lui, je ne remets pas du tout en question ce qu'il a dit. Mais ceci étant dit, je pense que l'ambition d'Israël est clairement affichée, c'est annexer Gaza. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas. C'est l'objectif depuis très longtemps. Aujourd'hui encore plus qu'hier. Et je pense qu'en fait, ils sont clairement en train de surfer sur la vague. Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. À croire qu'on est encore le 7 octobre, parce que là, on est le 14 novembre, j'entends encore parler du 7 octobre, le 7 octobre, le 7 octobre. Ok, ce qui s'est passé le 7 octobre, voilà, c'est tout ce qu'on veut, c'est grave, ça, mais ils veulent faire du 7 octobre la raison et le leitmotiv d'annexer Gaza, de prendre Gaza. Et c'est l'objectif. Et ils le disent, il y a eu des notes internes du Mossad, il y a eu des trucs. C'est-à-dire qu'ils ne s'en cachent pas, ils nous le disent clairement. Donc on ne peut pas aujourd'hui nier et dire non, non, c'est comme en 2014, c'est comme en 2006, ils vont juste bombarder, casser, détruire, démolir et Gaza et le moral des Gazaouis. Non, non, cette fois-ci, c'est plus. Cette fois-ci, c'est on casse Gaza, on casse les Gazaouis et on prend Gaza. Un dernier truc, juste pour savoir à qui on a affaire au Likoud. Le Likoud est un parti politique extrémiste. En gros, c'est des apprentis nazis qui sont talmudistes et il y a des vidéos que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube où Netanyahou ou Chetanyahou, je ne sais pas comment je dois l'appeler, lui-même dit à un rabbin qui lui reproche de ne pas assez faire de cause pour provoquer l'avenue du Mashiach, leur messie qu'ils s'attendent, donc le Dajjal, et il lui répond on y travaille et on fait le nécessaire. Et en fait, pour que leur messie vienne, il faut le chaos total, il faut une troisième guerre mondiale, il faut qu'Ishmaël, comme eux disent, détruise Edom, donc que les musulmans en gros détruisent l'Europe. Et en gros, ils se disent que si cette fois ils vont au bout du bout, les pays arabes vont entrer en guerre, donc les Occidentaux aussi, donc ça provoquera une troisième guerre mondiale et leur messie pourra enfin venir. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je n'ai pas une vision, comment dirais-je, érotique du truc, et je suis pas un complotiste ou je ne sais quoi. Je reprends juste leurs termes, je reprends juste leurs mots, mais je ne l'espère absolument pas, de tout mon cœur. Je veux pas que ça se passe comme ça. Mais je pense que c'est l'ambition. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'ils sont en train de bombarder, c'est toujours pas fini. Habituellement, ça dure 2 semaines, 3 semaines, après il y a toujours une trêve. Là, cette fois-ci, c'est toujours pas le cas. Malgré l'ONU, malgré les résolutions, malgré l'opinion publique qui est clairement... c'est bon, parce qu'au début, la première semaine, ok, la plupart des Occidentaux étaient en train de dire non, Israël a le droit de se dire. Aujourd'hui, qui est encore... Enfin, qui, à part les États-Unis, soutient encore le bombardement à Gaza ou certains idiots qu'on a, nous, sur les chaînes françaises, mais c'est des sionistes aussi talmudistes et qui souhaitent ça. Donc, non, je pense vraiment que pour nuancer ce qu'a dit M. Cohen, ils veulent annexer Gaza, ils veulent annexer la Cisjordanie, ils veulent le grand Israël et je pense qu'ils pensent que c'est la bonne voie, que c'est le bon moment et les faits ou ce qui s'est passé le 7 octobre leur sert d'alibi ou de motif pour aller au bout. Voilà, je te remercie. Désolé. Pas de souci, non, je te remercie. En tout cas, on aura cette lecture-là, effectivement, Cohen, c'est un peu différent. Bon, on verra, l'avenir nous le dira, Inch'Allah khair. En tout cas, merci pour ton intervention. Je vais juste, parce qu'on va clôturer, je vous inviterai après à basculer sur le space de cas. Je vais juste donner la parole à Faisal quand même, parce qu'il est monté. Salam alaikum, Faisal. Salam alaikum, altitude. Juste une petite question, tu en as peut-être même déjà parlé, mais je suis arrivé tard sur le space. Je voulais juste savoir si jeudi, tu refais comme d'habitude avec M. Cohen.
Alors justement, la chronique qui est normalement prévue le jeudi a été avancée exceptionnellement aujourd'hui, à ce soir. Et donc jeudi, il n'y aura pas de chronique. Mais la semaine prochaine, il y aura voilà, ça continue, la chronique continuera. Simplement, voilà, c'est exceptionnel. Très bien, tu réponds à mes questions. Merci. Merci à vous. Donc là, je vais clôturer. Je voulais juste me permettre de remercier Samsoud. Merci infiniment, Samsoud. Avec plaisir, Mohamed. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, quand il y a la chronique, s'il y a des questions, si vous voulez monter, prendre la parole. Et voilà, après, M. Cohen, en général, c'est 1 heure et quart, grand maximum. Là, ce soir, il était un petit peu fatigué, donc on a fait 3/4 d'heure avec lui. Et quand vous montez, essayez d'être concis, comme ça, voilà, on peut passer le maximum de questions. En tout cas, merci encore à vous. Et on rejoint K sur Radio Gaza qui continue avec, je crois, un invité surprise. J'ai pas le nom là, donc je sais pas qui sera là, mais en tout cas, voilà, on continue avec Radio Gaza, on lâche rien. Excellente soirée à vous et salam alaikum.